Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, protection de la vie privée, le président de la République pour une adaptation du cadre juridique. Macky Sall a présidé ce matin la rentrée solennelle des cours et tribunaux. Mort d'homme à la Sogas, la famille de la victime éberluée par les circonstances du drame. À Balodji, l'affaire est sur toutes les lèvres, vous le verrez. À la une également, l'épisode poussiéreux va persister jusqu'à dimanche. Portez le masque chirurgical, évitez le sport en plein air. Les terrains atopiques sont à surveiller. Quelques conseils dans cette édition. Et puis on est jeudi, les bonnes feuilles de la rédaction zoom sur le livre Gouvernement du Sénégal 1957-2023. Un livre du journaliste Samba Mangane à découvrir ce soir. Note de lecture en fin d'édition. Bonsoir. D'abord, le bureau de l'Assemblée nationale a acté la recevabilité de la demande d'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire pour examiner les éléments ayant conduit à l'élimination de Karim Wade à la présidentielle. C'est une demande introduite par le groupe parlementaire Liberté et Démocratie. La conférence des présidents est convoquée ce vendredi pour déterminer la suite. Rentrée solennelle des cours et tribunaux, le chef de l'État, Macky Sall, souligne la nécessité d'adopter le cadre juridique encadrant la protection privée en tenant compte des avancées technologiques. Le thème de cette rentrée a porté sur la protection de la vie privée, compte rendu Alassane Ba. Tous les acteurs ici présents s'accordent sur une chose: si la vie privée est un sujet de société, c'est parce qu'elle est mise en évidence par les limites de sa protection. Nous parlons bien de la protection de la vie privée, thème de cette audience solennelle de la rentrée des cours et tribunaux, un sujet d'actualité. Dans un monde marqué par l'explosion des technologies de l'information en particulier et de la communication, et la frénésie des réseaux sociaux, la vie privée, fondement de l'intégrité physique et morale, est aujourd'hui plus que jamais exposée et menacée dans son existence. Une problématique qui interpelle donc toute la société, et avec le développement de l'informatique, il devient urgent d'adapter notre cadre juridique, corriger les imperfections face aux diverses atteintes à la protection de la vie privée. Le législateur sénégalais a essayé d'apporter des réponses à travers la loi 2016-29 du 8 novembre 2016, modifiant le code pénal. Et en anticipant sur les besoins futurs, au moment où nous entrons de plein pied dans l'ère de l'intelligence artificielle. En effet, et curieusement, aucun article du Code de la famille ou du Code des obligations civiles et commerciales, siège respectif des droits des personnes et des droits communs dans le droit civil, ne fait référence à la notion de vie privée. La grande difficulté est d'assurer un équilibre entre droit et d'autres droits fondamentaux, comme entre autres droits à la liberté d'expression ou le droit à la preuve. Le bâtonnier de l'ordre des avocats qui salue la décision du président Sall de ne pas se présenter à la présidentielle du 25 février 2024 a profité de cette tribune pour exposer leurs doléances. Depuis 2021, ils n'ont pas reçu la dotation annuelle à l'assistance judiciaire et attendent de disposer d'une école d'avocats. Notre préoccupation est à la fois de mettre à la disposition des justiciables des avocats en mesure de les défendre et surtout de contribuer autant que possible à l'emploi des jeunes. Car l'école a en perspective pour ses débuts le recrutement et la formation d'au moins 100 jeunes. C'est parti donc pour une nouvelle année d'activité de nos juridictions. Le président Sall, qui salue le choix du thème portant sur la protection de la vie privée, a tenu à rappeler les valeurs morales qui fondent notre existence. Merci Alassane. Dans l'actualité également, l'émoi suscité par la disparition de l'homme tué à la Sogas, la famille de la victime choquée par les circonstances de la mort de leurs proches. Elle réclame justice. À Balodji, village d'où est originaire la victime, l'affaire est sur toutes les lèvres. Reportage Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. Balodji, situé à 7 km de la commune de Déali où résidait Abdou Diaw.
Le jeune égorgé à la Sogaz, un climat pathétique règne dans ce village. Les habitants s'en remettent à Allah, mais malgré les larmes profondes, les femmes du défunt témoignent. La situation est très dure. Abdou a été très brave. Il ne se querellait avec personne. Il aimait tellement ses enfants, il ne les a jamais frappés. Abdou est un fervent musulman. Il ne voulait pas d'habits neufs ni de chaussures. Un travailleur acharné qui faisait tout son possible pour satisfaire les doléances de ses enfants. Abdou n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Il avait un seul objectif, c'est d'aider son prochain. Il voulait coûte que coûte satisfaire les préoccupations de ses parents et de ses amis. Il quittait le domicile à 3 heures du matin pour aller au boulot. On pouvait l'agresser ou le tuer dans la rue, mais il a été assassiné dans son lieu de travail. Il nous a fait du tort, mais on s'en remet au bon Dieu. Nous souhaitons vraiment que la justice fasse son travail. Les témoignages des populations sont unanimes. Le disparu Abdou Diaw jouit d'une très bonne réputation, jovial, serviable. Abdou Diaw, selon ses proches, a aidé sa famille jusqu'à son dernier souffle. Il n'a jamais épargné de l'argent. Son seul souci était de prendre en charge sa famille, ses enfants, ses amis. Nous sommes de la même génération. Abdou Diaw est un homme très gentil. Son petit frère balaie d'un revers de main certaines informations relayées par la presse. Il demande que ses enfants soient déclarés pupilles de la nation. Les gens disent du n'importe quoi depuis sa mort. D'aucuns disent même que Abdou Mbaye lui a donné le nom de son dernier enfant. C'est totalement faux. Il fréquentait le même lieu de travail, d'accord. Il est mort, on s'en remet à Allah. Il a laissé de petits-enfants, qu'ils soient déclarés pupilles de la nation, si possible. C'est nous qui allons prendre en charge ces enfants. C'est très dur. Abdou n'a pas de frères ni des biens matériels. Chacun d'entre nous va prendre en charge un enfant pour essayer de l'éduquer. L'autopsie révèle qu'Abdou Mbaye a complètement tranché la gorge d'Abdou Diaw, qui repose désormais au cimetière de Bakia. Il laisse derrière lui 3 femmes et 11 bouts de bois de Dieu qui sont dans l'émoi et la consternation. Merci Mamadou. Retour sur l'accident de Nebé. Selon les témoins retrouvés sur les lieux, une sortie en 3e position du chauffeur du taxi bagage. L'étroitesse de la route seraient les causes de l'accident. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les habitants du village de Nebé demandent l'érection de ralentisseurs sur cet axe Diourbel-Gossas-Kaolack. Voyons tout cela avec Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye. Dans tout accident de la route, le facteur humain est encore indexé comme cause principale du drame de Nebé. C'est le chauffeur du taxi bagage qui était sorti en 3e position. C'est là qu'il a fait face au obstacle. À côté de ce facteur déterminant, l'état de la route est aussi pointé du doigt. C'est toujours décrié l'état de cette route. Vous la voyez, une route nationale comme ça, assez petite, ne peut pas contenir 2 véhicules. Pour toutes ces raisons, les habitants du village de Nebé, témoins de plusieurs accidents, demandent l'érection de ralentisseurs. Tout ce que nous demandons, c'est que l'État nous érige des ralentisseurs sur le long de cette route. Nous pensons que c'est le seul moyen de réduire les accidents. Une grande route comme ça, sans ralentisseur, voyez, les dégâts sont vite arrivés. Aux dernières nouvelles, les blessés ont tous été stabilisés, mais l'hôpital continue de réclamer son neurochirurgien. L'autre grand titre de cette édition, l'épisode poussiéreux va persister jusqu'à dimanche. L'ANACIM a publié une mise à jour après sa première alerte sur ce sale temps. Voici Tidiane Camara, ingénieur prévisionniste à l'ANACIM. Une mise à jour a été faite et qui prolonge donc la validité de ce bulletin d'alerte jusqu'au dimanche. Donc d'ici le dimanche, nous aurons toujours la même situation en termes de poussière, donc avec toujours une concentration qui va être très bien marquée sur les zones nord-est, mais aussi par endroits au centre, dont notamment Dakar à l'ouest. Et nous aurons donc cette couche de poussière dense qui va commencer progressivement à se dissiper dans la journée du dimanche. Donc c'est un peu plus tard dans la journée du dimanche que nous allons voir d'une manière certes progressive la dissipation de la poussière qui sera beaucoup plus effective au courant de la journée du lundi, ou plutôt disons en début de semaine prochaine.
Et en de pareilles circonstances, éviter le sport en plein air, porter le masque car ces particules peuvent être source de maladies et les terrains atopiques sont particulièrement à surveiller. Quelques conseils dans ce reportage de Dissa Prera et Diafaraba. Une atmosphère voilée de poussière sur l'ensemble du territoire national, accompagnée de particules suspendues dans l'air. Une situation qui peut impacter sur la santé, surtout des plus vulnérables. Particulièrement des personnes qu'on dit vulnérables, telles que les enfants, les personnes âgées, mais aussi les personnes qui ont des pathologies chroniques, telles que l'asthme, les allergies, mais également ceux qui ont parfois d'autres maladies chroniques, que ce soit les bronchites chroniques ou les patients qui ont des problèmes cardiovasculaires. Dans ce genre de situation, les personnes les plus exposées restent sans conteste les enfants et ceux qui souffrent d'asthme, et des conseils leur sont donnés pour se protéger. Donc les précautions à prendre sont d'abord des mesures d'ordre préventif, à savoir quand on a de l'asthme, il faut faire attention, n'est-ce pas, pendant ces périodes, c'est éviter de sortir dehors, éviter de rester longtemps dehors, éviter également de faire du sport dehors. Et en plus de ça, il faut porter des masques. On sait que les masques ont leur importance parce que ça permet de protéger les voies respiratoires, car dans cette poussière, nous retrouvons de fines particules qui peuvent aller passer par les narines ou la bouche et aller au niveau des bronches, entraîner ce qu'on appelle des rhinites, des bronchites, des crises d'asthme, des bronchiolites, mais également parfois ça peut aboutir à ce qu'on appelle la pneumonie. Comme autre mesure, nous leur demandons pendant cette période de prendre leur traitement de fond. Si vous êtes asthmatique, vous prenez votre pompe, c'est cette période qu'il faut continuer à la prendre. Et en cas de crise d'asthme, il faut aller en consultation. Maintenant, chez les tout petits, ce que nous demandons, c'est surtout de les garder à l'intérieur. C'est que dans certaines écoles qui ont déjà pris des mesures, à savoir éviter que les enfants traînent dans la cour de récréation. On les laisse souvent plus en classe. Également à ce que les aliments et l'eau à consommer soient bien protégés contre cette poussière. Maintenant, comme autre mesure, nous demandons aux parents de bien protéger les aliments, parce que les aliments pendant cette période peuvent être contaminés, et également de bien protéger l'eau pour éviter que l'eau ne soit souillée, pour le rendre non potable à la boisson. Au-delà de toutes les précautions, il est recommandé de porter des masques, mais aussi de bien se couvrir le corps et de se laver régulièrement les mains. Merci Dissa pour ces conseils. Tout autre chose, soupçon de détournement à la mairie de Thiès-Ouest. Des conseillers municipaux accusent le maire d'avoir détourné et de l'argent et d'avoir vendu illégalement des parcelles. Le maire réfute ces accusations. Explication, cher Anta Diop, c'est la tire. Des conseillers municipaux de Yewwi Askan Wi de la commune de Thiès-Ouest accusent le maire Mamadou Djité de malversation, de détournement des deniers publics. Et plus grave, comment on peut accepter au maire le social? On le fait sortir à la perception, une trentaine de millions, une vingtaine de millions, il met dans sa caisse, il en fait ce qu'il veut. Et c'est illégal. Est-ce que lui a les prérogatives de manipuler l'argent de la municipalité, de la commune? Les surfacturations sur les marchés fictifs et plus grave, les emplois fictifs. Le maire a été aussi interpellé sur le foncier. Comment un individu peut se prévaloir dans une commune comme Thiès, donc de s'approprier plus d'un hectare, de le lotir et de le vendre? Le maire de Thiès-Ouest, Mamadou Djité, tente ici de se laver à grande eau en répliquant. L'essentiel des auteurs de cette entreprise politicienne funeste de destruction d'un homme, quant à eux, sont connus de tous les Thiessois. Il promet même de saisir la justice pour que cette affaire soit tirée au clair. Considérant que ces propos sont des accusations gravissimes et ne sauraient être justifiés aucunement par un combat politique, en toute responsabilité, j'ai porté plainte contre leurs auteurs auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thiès pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Ce qui fait dire que Yewwi Askan Wi de Thiès-Ouest est au bord de l'implosion à quelques semaines de l'élection présidentielle.
Merci Cheranta. L'année 2023 positive pour le recouvrement des recettes fiscales, près de 2300 milliards, soit une progression des recettes d'environ 161 milliards de nos francs réalisés, selon le ministre des Finances et du Budget, annonce faite à l'occasion de la rentrée fiscale, compte rendu Mamadou Fall et Yaya Diallo. La DGID évalue ses différentes activités de l'an 2023. La direction a fait des performances en termes de recouvrement des recettes brutes estimées à 2300 milliards, une nette progression de 161 milliards. Des résultats probants pour le ministre des Finances et du Budget. Au titre de l'année 2023, la DGID a provisoirement réalisé des recettes brutes de près de 2300 milliards. Ce qui traduit une progression des recettes d'environ 161 milliards en glissement annuel, soit 8%. Véritablement, ces performances méritent des applaudissements. Le foncier est également un secteur bien régulé. En 2023, 3500 baux ont été signés et des opérations de régulation massives effectuées. Au plan foncier, des avancées notables ont été enregistrées, particulièrement dans des opérations de régulation massive, de régularisation massive. Il en est ainsi de l'opération Sama Këyitu Kër à Mbour, avec plus de 3500 baux déjà signés, grâce à une délégation de signature que j'ai accordée au directeur général et au coordonnateur. 2023, une année fiscale réussie, cap maintenant sur 2024, avec un objectif de 2700 milliards. Nous avons un objectif de plus de 2700 milliards et je peux dire que nous sommes déjà, et que déjà pour le mois de janvier, nous sommes à des niveaux de recouvrement qui sont significatifs, mais l'évaluation ne sera faite naturellement qu'à la fin du premier trimestre parce qu'on fait des évaluations trimestrielles. Donc on a un objectif de 2700 milliards en cohérence avec le taux de croissance du PIB qui a été projeté à 9,2%. Le volet digitalisation a permis d'enregistrer des avancées dans les services offerts aux usagers, ce qui d'ailleurs a facilité la promotion de la citoyenneté fiscale. Et puis le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, CNCR, exige la révision de la loi agro-silvopastorale, l'accès au financement et une meilleure gouvernance financière pour sécuriser le secteur. Voici le président du CNCR, Nadji Roussal, avec Maimouna Ndiaye et Pape Sangone Mbaye. On mérite des conditions favorables en termes de financement de l'agriculture, plus l'agriculture décollera. Plus on aurait un statut viable et vérifiable de celui qui est agriculteur, qu'on pense qu'il n'est pas sans métier, que l'agriculture décollera. Ce sont ces éléments que nous avons mis dans nos propos liminaires qui devraient aider effectivement à apporter des améliorations suffisantes par rapport à ce qui a été des effets et pour qu'on puisse arriver à ce qui est cherché comme vision de l'État sénégalais, la souveraineté alimentaire de notre propre pays. C'est ça qui est visé. Dans ça, nous reconnaissons tous les efforts qui ont été fournis, mais nous avons cité un certain nombre de points, en 5 points. Le premier point, c'est l'application de la loi agro-silvopastorale, d'une manière générale. Si on devrait se concentrer sur cette loi, en mettant focus sur l'institutionnalisation de la concertation et au-delà, la reconnaissance des métiers. À partir de ces éléments, et on pense que ça devrait aider fondamentalement à favoriser. Par rapport au financement, au-delà des efforts qui ont été fournis, nous demandons des améliorations en termes de bonification du crédit, taux de crédit. De le ramener à 5% aujourd'hui. Pour effectivement que les acteurs agro-silvopastoraux puissent en bénéficier le maximum. Et puis dans l'actualité sportive, les Lions préparent la confrontation contre les éléphants. Première séance des Lions en préparation donc des huitièmes de finale. Le groupe presque au complet. Pape Gueye a été ménagé pour ce premier galop en perspective du duel entre Lions et éléphants.
La confiance règne tout de même au sein de la tanière. Écoutons le milieu de terrain à l'international Pape Matarsar avec nos envoyés spéciaux. C'est une bonne affiche parce qu'on sait que Côte d'Ivoire c'est une très bonne équipe. Voilà, on essaye de les aborder de la meilleure des façons. Même s'ils ont un peu de difficultés, mais ça rien parce qu'on sait que la CAN c'est une autre compétition, c'est un peu différent. Voilà, on essaye de les aborder de la meilleure des façons. Quel est l'état d'esprit du groupe actuellement? Ça n'a jamais changé. On est là, on travaille, le groupe vit bien et on a les pieds sur terre. On continue à travailler et essayer de garder notre objectif qui nous a ramenés ici, c'est aller le plus loin possible. On va parler de la... Voilà, Sénégal, Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, lundi à 20h. On en vient à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse à l'ouvrage du journaliste Samba Mangane, Gouvernement du Sénégal, 1957-2023, une production littéraire qui retrace le parcours des membres des différents gouvernements. Note de lecture, Ibou Diouf. Dans cet ouvrage, l'auteur retrace le parcours des 441 membres du pouvoir exécutif, dont 81 femmes qui ont marqué l'évolution politique du Sénégal de 1957 à 2023. Cet ouvrage, j'ai commencé à l'écrire en 2021. Cela m'a pris 2 ans de recherche au niveau des archives nationales, au niveau du quotidien Le Soleil, auprès aussi de beaucoup de personnalités concernées par cet ouvrage. Le premier gouvernement du Sénégal date du 20 mai 1957. Le Sénégal était sous tutelle de la France. C'était un gouvernement donc colonial, dirigé par un administrateur colonial, en l'occurrence Pierre Lamy. Et le vice-président du conseil à l'époque, c'était Mamadou Dia. Le journaliste Samba Mangane, par ailleurs diplomate en service en France, a produit cet ouvrage considéré comme un document pour l'administration, mais aussi pour les chercheurs. Qui ont servi le Sénégal depuis cette époque. Leur rendre hommage parce que simplement, ils ont beaucoup fait pour ce pays, mais malheureusement, ils sont pour la plupart méconnus du grand public, notamment de la jeune génération. Ensuite, permettre aussi à la jeune génération de les connaître, permettre aux étudiants et à tous ceux qui font des recherches, de thèses et de mémoires, d'avoir une bonne documentation. L'auteur Samba Mangane estime vouloir répondre à une demande générale. L'idée est de permettre aux jeunes générations de connaître ces hommes et femmes qui ont fait du Sénégal ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il y a aussi un autre objectif, surtout au niveau de mes confrères de la presse. Vous voyez souvent quand il s'agit de présenter un nouveau ministre ou bien quand un ministre quitte ce bas monde, tout le monde se contente d'une dépêche d'une agence ou bien d'un article paru sur Internet. Il n'y a pas beaucoup d'éléments. Donc on ne connaît pas grand-chose sur ces grands commis de l'État. Il y a aussi souvent des amalgames entre les noms. Il y a des ministres qui ont les mêmes noms. Souvent, on les confond. Et je crois que c'est l'occasion quand même de mieux les connaître, de leur rendre hommage, de les immortaliser. L'ouvrage Gouvernement du Sénégal 1957-2023, avec en sous-titre les hommes et les femmes du pouvoir exécutif, l'auteur Samba Mangane estime vouloir répondre à une demande générale. L'idée est de permettre aux jeunes générations de connaître ces hommes et femmes qui ont servi le Sénégal dans la plus haute administration. Merci Ibou, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Retrouvez toutes ces informations sur notre site igfm.sn et puis on reste avec la littérature. Je vous retrouve dans un tout petit instant avec professeur Fatim Matali pour parler de ce livre. Elles étaient là, les pionnières de la santé, co-auteur avec professeur Awa Omar Touré. À tout de suite.